Alors j'ai quelque chose de super cool pour toi, aujourd'hui. Salut à tous, c'est Sandra, et tu écoutes French Listen. Alors, aujourd'hui, on va papoter de ces petites astuces qui changent tout quand tu veux parler français sans genre bugger tous les deux mots. Bernard est là comme toujours, hyper motivé, prêt à partager ses secrets, non? Et ouais, je suis là. Et franchement, je suis, vraiment content de ce thème. Les blocages, je connais ça trop, moi. Je pense qu'on va pouvoir dédramatiser tout ça direct et donner des trucs concrets que tu peux utiliser, genre, tout de suite, quoi. Exactement, en mode discussion entre potes, tranquille. Bon, Bernard, t'es prêt? Parce que moi j'ai grave envie de démarrer. Mais carrément, on y va, on se lance, zéro pression ici. Alors, première astuce, et franchement, la plus cruciale, c'est comment, tu sais, casser la glace et se lancer, même si t'as peur de te planter. Je me souviens, première fois à Paris, genre, j'étais hyper stressée, la queue à la boulangerie, je savais que j'allais dire un truc un peu de travers. Mais j'ai tenté un 2 croissants, s'il vous plaît. Et voilà, le monde s'est pas effondré, la boulangère m'a comprise. Au final, ça passe toujours. T'as déjà eu ce genre de moment, toi? Ah, mais tout le temps. Même maintenant, parfois, je sors des anglicismes sans m'en rendre compte. Le plus important, c'est, tu vois, faut juste y aller. De toute façon, on s'en fiche d'être parfait. J'aime bien dire, faut pas attendre d'avoir un accent Netflix pour ouvrir la bouche. Tu veux commander un café? Vas-y. Même si tu bafouilles, ça démarre la machine. Ouais, et c'est marrant. Plus tu le fais, plus tu te relaxes. Genre, au début, mes phrases ressemblaient à rien, et puis, à force, tu captes le rythme, c'est naturel. Donc voilà, premier conseil, lance-toi, foire et recommence. Totalement. Ose dire bonjour, ose demander ton chemin, même si tu te plantes. Sérieux, on est tous passés par là. Tu sais, Sandra, il y a un truc que j'adore pour, genre, retenir du vocabulaire, c'est l'association d'idées bizarres, tu vois? Si je dois retenir fenêtre, j'imagine la fenêtre dans ma chambre d'enfant à Chicago. C'est hyper visuel, et, chaque nouveau mot, je le colle à un truc perso ou, à une image marrante. Mais bon, faut pratiquer aussi, pas juste mémoriser en mode liste de courses, non? Ah oui, alors là, moi je suis pour la pratique active, tu vois, genre, parler 5 minutes à voix haute sur, n'importe quoi. Je le fais avec mes ruches. Je décris ce que font mes abeilles. Ça fait travailler la langue. C'est pas grave si personne t'écoute. J'invente même des conversations parfois. Tu fais ça aussi? Mais grave. En fait, je fais le challenge. Tu sais, genre, tu prends un petit article, tu le lis, et derrière, bam, tu le racontes à haute voix. Même si t'oublies la moitié, c'est pas grave, il faut que ça sorte. Et puis, perso, plus c'est sur un sujet qui me plaît, genre l'architecture ou les gâteaux, plus je retiens. Ouais, faut se lancer des micro-défis, résumer, décrire ce qu'on voit, même parler à ses plantes. Franchement, tout compte. Alors là, c'est la grosse affaire. Gérer le stress, la pression sociale un peu, tu vois ce que je veux dire? J'ai testé le speed dating linguistique un jour, c'est tu parles 3 minutes et tu changes de personne. La première fois, j'étais tétanisée, je buguais sur chaque conjugaison. Mais en fait, à force de bloquer, tu trouves comment rebondir. Ce qui est fou, c'est que j'ai gardé des amis de cette soirée-là à cause de mes bourdes, tu vois? C'est trop ça. Perso, je me force à parler dans la rue, genre demander une direction à l'arrache. Plus tu t'exposes aux mini-échecs, plus tu désacralises, genre le droit à l'erreur. En vrai, c'est en foirant qu'on progresse le plus. C'est presque addictif, ça fait « Ok, à la prochaine, ça ira mieux ». Donc, troisième conseil, expose-toi dès que tu peux, même 2 phrases à la caisse du supermarché, ça compte. C'est de la vraie expérience. Carrément. Et puis les gens, souvent, sont contents que tu essayes leur langue. Ils jugent jamais comme on croit. Autre truc qui a changé ma vie, Sandra, franchement, la respiration. Quand je sens que je bloque ou que, je vais paniquer, je prends juste un moment, je respire à fond. Et, ça me remet d'aplomb. Si tu respires lentement avant une conversation, tu calmes ton cerveau. Ça paraît tout bête, mais c'est radical. Oui,
Moi, je fais la même, plus la posture, tu sais. Je me force à garder les épaules droites, j'évite de croiser les bras, ça donne l'air beaucoup plus sûr de soi, même à l'intérieur tu flippes grave. Et le contact visuel, Bernard, tu fais pareil? Ouais, surtout garder un sourire, enfin, sans trop forcer quand même. Mentalement, parfois, je me répète une phrase clé, ou je visualise la scène qui va venir. Genre, tu vas réussir ce dialogue, easy. Le cerveau, il marche un peu comme ça. Si tu le programmes avec des images positives, ça aide à enlever le stress. Donc, voilà, respire profondément, redresse-toi, visualise un truc cool, et go, ça fait la différence, sérieusement. Bernard, t'as une obsession, toi, avec genre capter les expressions naturelles? Parce que, perso, j'adore écouter comment les gens, les vrais gens, parlent, à la télé ou juste dans un café. J'essaie de répéter derrière eux, mais sans être flippante, hein? Mais carrément, c'est trop sous-estimé l'imitation. Tu regardes un film, tu copies la façon dont ils disent « ça va », le ton, l'intensité, même les blagues, j'essaie de refaire. Ce que je fais, c'est que j'attrape une phrase qui me plaît et je la répète en jouant sur la voix, le rythme. Franchement, c'est presque plus efficace que n'importe quel manuel. Ouais, et du coup, ça développe la fluidité, tu vois. Regarder des séries, répéter des dialogues, même les mimiques, ça rend ton français plus vivant, plus vrai. Ouais, faut pas hésiter à être acteur. Parfois, je me filme, je refais la scène. Faut jouer, s'amuser, ça automatise plein de trucs sans t'en rendre compte. Tu sais, il y a un truc qui paraît méga bizarre, mais super utile. La visualisation. Imaginer la future conversation, genre, toi qui parles avec assurance, ça prépare ton cerveau. Vraiment, je fais ça avant un événement, ou même juste avant d'appeler un taxi. Bonne idée? Ou c'est vraiment trop perché à ton goût? Non, c'est top. Plus tu t'imagines réussir, plus tu reduces ton stress. Même après coup, tu fais le bilan positif. Genre, tu repenses à ce qui a bien marché, pas à chaque ou chaque faute. Ça booste grave la confiance. Exactement. En fait, c'est une routine facile. Tu le fais dans le bus ou, genre, avant d'entrer quelque part. Tu trains ton esprit à voir le truc positif et la prochaine fois, t'as déjà l'impression d'avoir réussi. Ouais, tu te prépares mentalement au succès, pas à l'échec. C'est bluffant, mais ça marche, franchement. Bon, on finit avec la pratique en mode dans la vraie vie, Bernard. Parce que, c'est bien beau tout ça, mais faut passer à l'action, non? Absolument. Faut aller sur le terrain, genre échange linguistique, club, même en ligne. Plus tu rencontres des gens qui sont là pour parler, plus tu te rôdes. Même les jeux de rôle, si t'as un pote qui apprend aussi, genre, vous faites semblant de commander au resto, et voilà. Oui, et puis il y a des ateliers, des groupes de conversation. Parfois, t'entends des accents, des niveaux différents, et c'est hyper décomplexant. T'essayes, tu te plantes, tu t'adaptes. Surtout, demande des retours. C'est ça qui fait progresser. Ah, totalement. Plus tu parles avec des vrais gens, plus t'es à l'aise, plus ça devient naturel. Bon, voilà. On a fait le tour de nos astuces, je pense. Si tu veux pas bloquer en français, tu vois, il y a vraiment plein d'outils à portée de main. N'hésite pas à partager tes propres petits trucs sur French Listen. Nous, on adore lire vos messages et anecdotes. Ouais, et tu verras, progresser c'est une aventure. Vraiment, il n'y a pas de honte à galérer, c'est même marrant parfois. On reviendra bientôt avec d'autres conseils ou des invités cool, donc reste branché. Merci Bernard. Comme toujours, t'es une source inépuisable. À la semaine prochaine. Tout le monde. Merci Sandra. Et bye à tous. Ne quittez Amusez-vous pas bien encore. avec votre Regardez français. maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bonjour à À toutes tout et à à l'heure pour la tous. suite Vous de écoutez l'épisode. French Listen, le podcast où on parle français, on rit un peu et surtout, on évite de bloquer à l'oral. Moi, c'est Sandra et je suis ravie d'accueillir Bernard aujourd'hui. Salut Bernard. Salut Sandra. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on entre direct dans le dur. Pourquoi on bloque quand on essaye de parler français? Franchement, je crois qu'on l'a tous vécu. Ce moment de grand vide. Tu sais plus quoi dire ou tu te dis « Attends, si je dis ça, ils vont trouver mon accent ridicule. » Mais oui, la fameuse peur du jugement. Et parfois, c'est même pire. On a le mot sur le bout de la langue, sauf qu'il veut pas sortir. J'avoue, ça m'est arrivé récemment.
Tu te souviens, Bernard, de mon histoire avec cet apiculteur? J'étais en pleine interview, super motivée à parler des... comment on dit déjà? Varroas, ces petits parasites des abeilles, et là, boum, impossible de traduire. L'apiculteur super sympa, mais moi, je suis restée plantée, genre « be what ?» Ah, j'adore cette anecdote. C'est typique. Un mot inconnu, panique, et voilà, tu perds le fil. Moi, quand j'apprenais l'espagnol, c'était le manque de vocabulaire qui me coinçait. Mais, tu vois, le blocage, c'est pas juste les mots. Parfois, c'est la pression du temps aussi. On veut répondre vite. Et c'est comme si le cerveau faisait un freeze complet. Mais tellement. Et je trouve que chacun a son petit blocage préféré. Certains, c'est le regard des autres. D'autres, c'est la crainte de faire une faute. Toi, Bernard, t'as remarqué d'autres blocages fréquents chez ceux qui apprennent une langue? Oui, tout à fait. Souvent, il y a ce côté « j'ai peur de paraître bête » ou alors « je me compare à ceux qui parlent déjà bien ». Résultat, on se met une pression de dingue. Exactement. Et franchement, c'est universel. Alors, justement, voyons comment on peut y remédier. À propos de remèdes, il y a plein d'astuces, toutes bêtes pour débloquer la parole. Perso, j'ai une collection de, phrases de secours, genre « comment on dit » ou « pardon, je reformule ». Je m'en sers sans arrêt. Ah, écoute, c'est quoi? L'autre jour, pendant une visite guidée à Paris, je cherchais désespérément le mot « ascenseur ». Et il n'y a rien qui venait. J'ai fini par dire « la machine qui monte et descend dans l'immeuble ?» Le guide a éclaté de rire. Il a compris direct. « Ah, l'ascenseur !» La technique de parler autour du mot, c'est magique. C'est ça, le cerveau est super créatif si on lui laisse la place. D'ailleurs, même à la maison, je m'entraîne avec des jeux de rôle. J'invente des scènes de la vie quotidienne et je m'oblige à improviser, quitte à faire des erreurs. Ça te parle, Bernard ? Yes, complètement. Je fais aussi des exercices de répétition tout bêtes. Tu répètes des mini-dialogues, tu joues des personnages. Au bout d'un moment, ça devient automatique et la pression retombe. Même quand tu te plantes, c'est enfin rigolo. Et plus on s'autorise à improviser, plus c'est naturel. Même si on bloque, on trouve toujours un moyen de rebondir. Mais l'environnement, franchement, c'est la clé. Si tu es avec des gens bienveillants, t'oses plus facilement. Moi, j'ai découvert ça dans un club de conversation. Tout le monde se plantait, on rigolait tout le temps, et du coup, ça a désamorcé la gêne d'un coup. J'adore les clubs de conversation. C'est un peu comme un laboratoire, mais sans blouse blanche. L'humour, c'est un super outil là-dedans. Et en plus, t'as pas peur de te tromper, parce que, tout le monde rame parfois. Oui. Et puis, en pratiquant régulièrement, même imparfaitement, tu rentres dans un cercle vertueux. Plus tu parles, plus tu gagnes en confiance et plus tu fais des progrès, même si c'est pas parfait, quoi. Absolument. C'est même, je pense, l'ingrédient principal. Plus t'essayes, plus tu te surprends toi-même. En fait, il suffit de trouver le groupe ou la personne qui met à l'aise. Et puis, rire de ses erreurs, c'est le meilleur moyen de les dépasser. Et là, technologie, franchement, on vit à une super époque. Les applis comme Duolingo, Babel ou Tandem, c'est des boosts pour la pratique. Tu peux faire des petits exercices dans le métro, entre deux rendez-vous, enfin, partout. Oui, carrément. Et si tu veux échanger avec des natifs, il y a HelloTalk, Speaky, des plateformes où tu peux parler avec des francophones en mode cool, sans stress, et t'as le droit de demander « tu peux » répéter sans malaise. Un truc que j'adore, c'est m'enregistrer pendant que je parle. Après, j'écoute. Et là, tu vois tout de suite, ah, là j'ai coincé, là ça roule. Ça m'aide à repérer ce qu'il faut retravailler, surtout la prononciation ou la fluidité. Exactement. Et rien qu'en t'écoutant, tu remarques les progrès. Parfois, tu sais, je me rends compte que j'étais bien plus fluide que ce que je ressentais pendant l'exercice. Ça rend hyper fier, mine de rien. Bon, restons honnêtes. Parfois, c'est juste le stress qui bloque tout. Moi, je fais tout un cinéma avec la respiration profonde avant de prendre la parole. Ça paraît bête, mais ça marche. Pareil, et franchement, la méditation avant une grosse prise de parole, c'est plus efficace qu'un expresso. Et puis je me répète des trucs genre « je suis capable de parler français ». Je sais, c'est cliché, mais à force, tu finis par le croire, hein ? Mais oui. Et puis,
S'enregistrer dans différentes situations, ça permet de voir qu'on progresse, même si sur le moment, on a l'impression de stagner. En fait, chaque petite victoire, c'est un pas en avant. C'est ça. Tout l'enjeu, c'est de réussir à voir ses propres progrès pour garder confiance en soi, même quand on a l'impression de ne pas avancer. Et à un moment, faut que ce soit naturel. On intègre le français dans la routine. J'écoute des podcasts, des vidéos, je lis des articles et ensuite, je reformule à voix haute genre « Bon, qu'est-ce que j'ai pigé là-dedans ?» Ça aide un max la fluidité, même si je bégaye au début. Oui, alors, un bon truc, c'est de se fixer des petits objectifs, genre 5 minutes par jour à parler avec un partenaire, ou même enregistrer une mini-vidéo où t'improvises. On s'en fiche d'être parfait, c'est la régularité qui compte. Exactement. Un journal de progrès, ça paraît un peu scolaire, mais noter ce qu'on a réussi ou là où on a galéré, ça aide vraiment à ajuster ses stratégies. Et puis on voit son évolution, on a la motivation qui revient tout de suite. Les hauts, les bas, tout s'équilibre sur la durée. Mais l'étape ultime, c'est de lier tout ça à la culture. Participer à un événement francophone, même en ligne, ça change tout. On entend la langue comme elle vit vraiment. Et puis, un vrai partenaire linguistique, c'est précieux. Ça doit rester spontané et sympa. On veut pas d'interrogation surprise, juste parler et s'amuser, comme au café. Et moi, je milite pour les rituels. Écrire un mini-journal en français, commenter un truc sur Internet, ou juste, je sais pas, décrire la météo à voix haute. Plus c'est ancré, plus ça devient naturel. C'est tout à fait ça. La pratique quotidienne mêlée à la culture fait que parler français, c'est plus une montagne à gravir. C'est juste un sentier où on avance à son rythme. Bon Bernard, je pense qu'on a fait le tour de nos 10 astuces, et même un peu plus. Merci à toi pour tous tes bons conseils et tes anecdotes, c'était super vivant, comme toujours. Merci Sandra, je me suis régalé. Et à ceux qui nous écoutent, souvenez-vous, chaque blocage est temporaire et la pratique rend tout possible. On vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes avec d'autres idées, d'autres fous rires, d'autres défis. En attendant, continuez à parler, à oser et à écouter French Listen. Merci à toi Bernard, à très vite. Merci Sandra, Ne partez salut pas tout le encore. monde et à bientôt. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bonjour, À tout de aujourd'hui suite on va dans la se suite pencher de sur un guide l'épisode. pédagogique un peu différent peut-être, jeux et techniques d'expression pour la classe de conversation. Il est signé Jean-Marc Carré et Catherine Talarico. C'est une ressource pensée pour les profs de français langue étrangère. Et notre objectif ici, c'est de voir un peu comment ces jeux, ces activités bien structurées, peuvent vraiment dynamiser l'apprentissage d'une langue. On va explorer comment aller au-delà de la simple mémorisation des règles de grammaire pour viser une communication plus authentique, plus interactive, où on va même jusqu'à résoudre des problèmes. Bref, comment on rend une classe de conversation moins guindée, quoi. C'est une excellente question. Et l'idée centrale qui ressort de ces extraits, c'est vraiment ça. On apprend bien mieux quand on est actif, créatif, surtout quand l'activité a un but précis, une tâche à réaliser. On ne parle plus juste pour parler, pour faire joli, mais parce qu'on a vraiment quelque chose à dire, à faire ensemble. Voilà. Alors, allons-y. Pourquoi est-ce qu'ils insistent autant sur les jeux en classe? Les auteurs y partent d'un constat assez parlant, je trouve. Les enseignants, ils se constituent souvent leur propre petit sac à malice avec leur technique perso. Ce guide, on dirait qu'il veut un peu ouvrir ce sac et partager les bons plans. C'est une très bonne image, oui. Et ces malices, ces jeux, ils ont des fonctions importantes. Ils peuvent aider les apprenants, et parfois même les enseignants, à dépasser certaines difficultés. La peur de se tromper, la réticence face au changement, ou même ce sentiment d'être un peu seul face à la langue. Le jeu, ça peut vraiment créer une bonne dynamique de groupe. Une dynamique où c'est la communication qui prime. D'ailleurs, il mentionne s'être inspiré de publications anglophones, comme la revue MIT, Modern English Teacher. Ça suggère que cette approche, elle n'est pas sortie de nulle part, elle s'inscrit dans un courant pédagogique plus large. Tout à fait. Mais attention, pour que ça fonctionne, il suffit pas de sortir n'importe quel jeu. Carré et Talarico, ils définissent ce qui fait un bon jeu pédagogique. Un point essentiel, par exemple, ce sont des règles précises. Il faut que l'apprenant comprenne le but, les étapes, ça donne un cadre sécurisant. D'accord, des règles claires. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait qu'un simple exercice devient un jeu qui motive vraiment, d'après eux?
Alors, il y a plusieurs éléments clés qui entrent en jeu. Le jeu, il doit encourager un usage de la langue qui soit réaliste, plausible, pas juste artificiel pour l'exercice. Il doit aussi y avoir une dimension créative, souvent liée à la résolution d'un problème, d'un petit défi. Et, point super important, ça doit permettre de répéter de façon ciblée certains points de langue, du vocabulaire, des structures. Sans que ça soit rébarbatif. Exactement, parce que c'est intégré dans l'action, dans le jeu lui-même. Et l'interaction entre les participants, j'imagine que c'est central. Ah oui, c'est fondamental. Un bon jeu pédagogique, ça maximise les échanges directs entre les apprenants, ça favorise leur autonomie, et surtout, ça rend la communication entre eux absolument nécessaire pour réussir le jeu. C'est plus le prof qui est au centre de tout, c'est le groupe et la tâche qu'ils doivent accomplir ensemble. Ce qui nous amène justement à cette idée d'objectif. Les auteurs, on sent qu'ils sont un peu critiques sur le fait de faire parler les élèves juste pour parler, pour meubler, quoi. Oui, et c'est logique, parce que dans la vraie vie, on communique rarement sans raison. On parle pour demander une info, exprimer un besoin, essayer de convaincre quelqu'un, raconter une histoire, résoudre un problème. La communication, elle est toujours liée à une intention, à un but. Et quand l'activité en classe reflète ça, eh bien, elle devient beaucoup plus motivante et plus efficace aussi. L'exemple qu'il donne est assez parlant, celui du jeu de survie de la NASA. Il faut classer des objets pour survivre sur la Lune. Là, on imagine bien que les discussions pour se mettre d'accord, ça doit être intense et vraiment nécessaire. Tout à fait. Dans ce genre de scénario, la communication, c'est plus un exercice scolaire, c'est un outil indispensable pour prendre la meilleure décision pour le groupe. Du coup, la qualité et la quantité des échanges, elles sont démultipliées parce qu'il y a un vrai enjeu. C'est ça, toute la force de l'apprentissage par la tâche. C'est intéressant aussi comme ils abordent l'attitude face au jeu, la comparaison entre enfants et adultes. Oui, c'est une réflexion très pertinente. L'enfant y passe très naturellement de consommateur de jeux à créateur. Il adapte les règles, il invente des histoires, il y a une flexibilité, une sorte de créativité ludique qui est assez naturelle. Et chez l'adulte, cette capacité, elle s'endort un peu, hein. Souvent, oui, l'adulte peut avoir une approche plus passive. Peut-être aussi une peur du ridicule, la peur de ne pas savoir jouer. Ces techniques, elles visent justement à réactiver cette capacité créative, à dédramatiser le jeu et à faire comprendre que jouer sérieusement, c'est une forme de réflexion et d'apprentissage hyper efficace. On apprend en s'amusant sans même s'en rendre compte. Le rêve de tout apprenant. Et pour que ça marche, l'environnement, la salle de classe, ça peut aussi jouer un rôle, même avec 3 fois rien. Oui, c'est un point important qu'il souligne. Pas besoin d'investir des fortunes en matériel. L'espace lui-même peut devenir symbolique. Quelques chaises différemment, ça peut représenter une ville. Une table renversée, ça devient un obstacle. C'est juste une convention qu'on accepte ensemble. Et pour les accessoires, des objets du quotidien, un parapluie, un chapeau, des lunettes, ça suffit souvent à stimuler l'imagination et à ancrer le jeu dans une certaine réalité. Bien plus que des costumes compliqués. L'essentiel, c'est de garder une certaine plausibilité. Bon, entrons maintenant dans le concret avec les types d'activités qu'il propose. Pour commencer, le tout début. Briser la glace, faire connaissance. Comment on fait ça de façon un peu plus fun que le classique tour de table « présentez-vous ». Oui, l'idée, c'est d'éviter les présentations un peu bateaux où tout le monde dit la même chose. Une technique sympa, c'est l'identification par analogie personnelle. Chaque personne se présente en disant « je suis », suivi d'un objet ou d'un animal, d'un concept. Par exemple, « je suis un couteau suisse » ou « je suis une vieille bibliothèque ». Ah oui, c'est intriguant. On a tout de suite envie de demander « Ah bon, pourquoi un couteau suisse? Vous êtes polyvalent, toujours prêt à rendre service ?» Ça ouvre direct sur des aspects plus personnels, de manière un peu détournée. C'est exactement ça l'objectif. Engager la conversation sur des traits de caractère, des centres d'intérêt, mais de façon indirecte, créative. Une autre activité, c'est le blason. Chacun dessine une sorte de blason personnel avec des symboles qu'il représente. On essaye d'éviter les clichés, pas de soleil de mer, puis on explique son blason au groupe. Ça demande un petit effort pour trouver des symboles vraiment personnels et pas trop évidents. Tout à fait. Et puis, il y a aussi les projections hypothétiques. Ça, c'est excellent pour travailler le conditionnel. Si vous aviez une année sabbatique, qu'est-ce que vous feriez? Pourquoi? Ou alors, utiliser des photos projectives. On choisit une image dans un lot et on explique pourquoi elle nous parle, ce qu'elle évoque. On peut aussi faire des activités comme couple ou en binôme, il faut trouver, 5 points communs ou différences inattendues.
Ok, une fois que le groupe est un peu plus soudé, le livre suggère des activités pour développer la fluidité et surtout apprendre à gérer l'imprévu. C'est là qu'arrive ce concept d'approximation. Oui, et ça c'est peut-être une des idées les plus importantes et libératrices de leur approche. Être approximatif, en gros, c'est savoir se débrouiller quand on n'a pas le mot juste. C'est oser utiliser une périphrase, une définition, des gestes, ou même ces fameux mots passe-partout comme chose, truc, machin, bidule. C'est une compétence de survie, en fait, dans la communication réelle. Et on imagine que les méthodes plus classiques, très axées grammaire, traduction, peuvent freiner ce réflexe naturel. Elles peuvent involontairement donner l'impression qu'il faut absolument atteindre la perfection avant d'oser ouvrir la bouche. Elles ne préparent pas toujours à cette nécessité de bricoler avec la langue qu'on ne maîtrise pas encore parfaitement. Carré et Talarico insistent beaucoup sur l'importance d'enseigner très tôt ces mots génériques et les structures de définition toutes simples, du type nom plus qui plus verbe plus nom. Par exemple, un boulanger, c'est une personne qui fait du pain. Tout bête mais essentiel. Et quel type de jeux permettent de développer cette compétence de bricolage, comme vous dites? Alors, on trouve par exemple les improvisations guidées. Il faut raconter une histoire en intégrant une liste de mots précis dans l'ordre donné. Ou alors faire deviner un objet qu'on a dans la main ou dans un sac opaque, le jeu « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» juste en le décrivant. Sa forme, sa matière, à quoi il sert probablement. On imagine bien les descriptions, parfois hésitantes, les détours utilisés, c'est l'approximation en pleine action. Absolument. Les charades, les devinettes classiques, ça marche très bien aussi pour ça. Et puis, il y a déjà assez malin sur les modalités d'expression, comme « impossible rêve ». Un participant exprime un souhait un peu fou, genre « je voudrais vivre sur Mars ». Et les autres doivent, gentiment, le ramener sur Terre en utilisant des expressions de doute, de restriction. Oui, mais est-ce que tu te rends compte que j'ai bien peur que ça ne soit pas possible parce que soyons réalistes quand même. Excellent pour travailler la nuance, l'argumentation, tout ça. Bon, après avoir mis les gens à l'aise et travaillé la fluidité, j'imagine que l'étape suivante, c'est de les faire collaborer plus activement pour faire quelque chose ensemble. C'est exactement ça. On passe à des activités où l'interaction et l'échange d'informations deviennent vraiment la clé pour atteindre un objectif commun. C'est le grand domaine de la résolution de problèmes. Ça peut être des énigmes logiques, vous savez, comme celle du nain dans l'ascenseur, qui peut appuyer que sur le bouton du RDC et de son étage, sauf quand il pleut, parce qu'il a son parapluie. Ou celle du veilleur de nuit renvoyé parce qu'il a rêvé d'un crash d'avion. Il n'aurait pas dû dormir. Le groupe doit discuter pour trouver la solution. Ça oblige à réfléchir à voix haute, à confronter les idées. Tout à fait. Dans le même esprit, il y a les jeux de déduction. Par exemple, alibi. Plusieurs suspects doivent répondre à des questions très précises sur leur emploi du temps pendant un crime imaginaire. Leurs alibis doivent tenir la route. Ou bien un polar à l'oral, où le groupe doit résoudre une énigme policière en posant des questions à l'animateur, qui a toutes les infos. Ça ressemble beaucoup à des jeux de société en fait, mais adaptés pour la classe. Oui, l'inspiration est assez claire. On a aussi ce qu'ils appellent les puzzles d'information. Le principe est simple. L'information nécessaire pour faire quelque chose est répartie entre plusieurs personnes ou groupes. Il faut absolument communiquer pour tout rassembler. Ça peut être reconstituer un arbre généalogique un peu compliqué, tracer un itinéraire sur une carte, le jeu du passeport, remettre dans l'ordre les bouts d'une histoire ou d'un article de journal. Ou les fameuses activités de information gap, l'écart d'information. Exactement. L'information gap, c'est par exemple quand un apprenant a une image, disons le plan d'une pièce, et il doit la décrire à un autre qui doit la dessiner sans la voir. Ou comparer deux images presque identiques pour trouver les 7 erreurs, ce genre de choses. Là, la communication est vraiment cruciale. Les mots croisés communicatifs, ça marche aussi comme ça. Chacun a une partie des définitions et doit demander l'autre partie à son partenaire pour finir la grille. Très clair. Et pour finir, la catégorie qui semble la plus proche de la vraie vie. Les simulations et les jeux de rôle. Quelle est la différence pour les auteurs? Alors, la simulation, elle est présentée comme plus structurée. Elle part d'un scénario assez détaillé, souvent avec des supports visuels, des fiches de rôle, des données chiffrées, des cartes. Le jeu de rôle, lui, est décrit comme plus spontané, plus improvisé, même s'il part aussi d'une situation de départ. Mais le point commun essentiel, c'est que pour que ça fonctionne, il faut respecter une certaine logique, une certaine plausibilité. Il faut jouer son rôle de manière cohérente. Vous auriez un exemple de simulation tiré du livre? Oui, il propose l'île de Namanda. Le scénario, c'est une île imaginaire où on doit décider où construire un nouvel aéroport.
Chaque participant reçoit une fiche qui décrit son rôle, ministre du Tourisme, écologiste acharné, représentant des pêcheurs, promoteur immobilier. Chacun défend ses intérêts et le groupe doit essayer de trouver un accord, une décision négociée. Une autre simulation, c'est la une. Des équipes sont en compétition pour fabriquer la première page d'un journal en temps limité, avec des rôles comme reporter, rédacteur en chef, etc. Et pour les jeux de rôle qui sont donc plus libres, comment on les lance? Souvent, l'astuce, c'est de partir d'une rupture, d'un événement un peu soudain, qui crée une tension et qui force les gens à interagir. Par exemple, on perd ses clés juste avant un rendez-vous super important. On apprend qu'on hérite d'une tante inconnue, mais il y a des conditions bizarres. On se retrouve coincé dans un ascenseur avec des inconnus. À partir de ce déclencheur, les participants improvisent leurs réactions, leurs dialogues, en fonction de leur personnage, qui peut être défini ou juste implicite. Bon, si on essaye de prendre un peu de recul sur toutes ces activités, on voit quand même des lignes directrices assez fortes, non? Il y a cette insistance permanente sur l'interaction entre les élèves. C'est vraiment ça qui devient le moteur de l'apprentissage. C'est l'approche par la tâche task-based learning dans toute sa splendeur. On apprend en faisant, en utilisant la langue pour réaliser un truc concret, ensemble. Et tout ça souvent avec des moyens très simples. L'imagination, ça semble être la ressource numéro 1. C'est un autre point fort, oui. Le fait qu'il faille peu de matériel rend ces techniques vraiment très accessibles. Et puis, enfin, leur adaptabilité est assez remarquable. La plupart de ces structures de jeu, on peut les ajuster pour qu'elles conviennent à différents niveaux, du vrai débutant à l'apprenant avancé. Il suffit de jouer sur la complexité de la tâche, le vocabulaire, les structures grammaticales demandées. Alors, pour conclure un peu sur ce guide, si quelqu'un découvre cette approche, quel serait le message essentiel à retenir? Je pense que le message clé, c'est qu'apprendre à parler une langue étrangère, ce n'est pas juste emmagasiner du vocabulaire et maîtriser la grammaire. C'est avant tout développer une compétence d'interaction sociale. Il s'agit vraiment d'apprendre à communiquer pour de vrai avec d'autres personnes, à collaborer, à négocier le sens, à résoudre des problèmes ensemble, et aussi à oser être créatif, même et peut-être surtout quand on est loin, très loin de maîtriser parfaitement la langue. C'est là que cette idée d'oser être approximatif prend tout son sens. Oui, cette notion d'approximation, elle est peut-être l'un des aspects les plus déculpabilisants et en même temps les plus puissants. Accepter l'idée qu'on n'aura pas toujours le mot juste, qu'on va faire des erreurs, mais qu'on peut développer des stratégies pour contourner l'obstacle et se faire comprendre quand même. Utiliser une périphrase, un synonyme moins précis, un geste, une définition. C'est une compétence vitale pour communiquer, qui est souvent négligée, voire même découragée par des approches trop focalisées sur l'exactitude à tout prix. Ça encourage clairement à prendre des risques et ça diminue cette peur de l'erreur qui peut être tellement paralysante. Bon, pour terminer, une petite pensée à explorer. On a vu comment ces principes, le jeu, la tâche, l'interaction, l'acceptation de l'imperfection, peuvent vraiment booster l'apprentissage du français. Mais si on élargissait un peu le cadre, comment est-ce que cette philosophie d'apprentissage actif, collaboratif, moins centrée sur la perfection formelle, pourrait s'appliquer à d'autres domaines? Au-delà des langues, est-ce que cette approche ne pourrait pas transformer notre façon d'acquérir de nouvelles compétences ou connaissances, quelles qu'elles soient, en rendant tout ça plus engageant, plus humain et peut-être au final moins intimidant pour beaucoup d'entre nous?